Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Piero Pastor qui a plusieurs casquettes dans le domaine de l'immobilier et qui a une expérience incroyable. Déjà, salut Piero, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi, Edouard, d'être venu ici et puis de m'avoir proposé. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté. Magnifique. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton expérience dans l'immobilier et puis surtout de l'immobilier en Suisse parce qu'on est les deux des passionnés, donc c'est génial. Toi, tu as une grosse expérience. Déjà, tu m'avais dit que tu avais fait le diplôme d'administrateur de biens immobiliers, Tout à fait. donc le diplôme fédéral pour les experts de l'immobilier en Suisse. Et du coup, tu as beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines. Comment est-ce que tu es tombé déjà dans l'immobilier et dans quelle partie, quel domaine, secteur de l'immobilier à la base? Alors, moi, je suis tombé dans la marmite depuis tout jeune, comme on dit ça, parce qu'en fait, dès mon plus jeune âge, avant même la fin de ma scolarité, je m'intéressais déjà à l'immobilier. Ah ouais. J'aimais bien les constructions, j'aimais bien tout ça. Puis mon papa, il était dans la construction, dans le second œuvre, donc il a une entreprise où il rénovait des maisons. Et puis, c'est ça qui m'a fait en fait aimer ce. J'aimais beaucoup voir un bâtiment avant et après rénovation. Du coup, c'est ça qui m'a un peu attiré dans l'immobilier. Ouais. Plutôt la partie technique de l'immobilier alors. Plutôt la partie technique au début, et puis après, étant donné que je suis plus un intellectuel qu'un manuel, automatiquement je me suis dirigé plutôt dans la partie bureautique, si on peut appeler ça comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, alors quand tu as commencé dans l'immobilier vraiment, c'était quel domaine? C'était en 2001-2002 quand j'ai commencé mon apprentissage en tant qu'employé de commerce dans une régie immobilière. Ah ok. Voilà, Ok. j'ai commencé mon apprentissage dans une grande régie immobilière nationale. Donc gérance. Gérance d'immeubles, exactement, où on gérait des immeubles pour des fonds immobiliers, des caisses de pension, enfin toutes sortes de clients institutionnels. On n'avait pas de privé là-bas. Et du coup, je fais mon apprentissage là-bas, j'ai adoré. Par la suite, j'ai eu la chance de tout de suite pouvoir être gérant technique à la sortie de mon apprentissage à l'âge de 18 ans. Et donc, j'ai fait mes premières expériences directement comme gérant. Et ensuite, j'ai continué ma carrière, toujours dans la gérance, en franchissant tous les échelons. Et après, à côté, j'ai eu la chance de pouvoir faire un petit peu du courtage. Et puis, j'ai fait des constructions, des promotions immobilières par la suite, à titre privé. Excellent. Donc tu as vu la totalité en fait de tous les domaines de l'immobilier quoi. Voilà, Au final. exactement. Et puis, pour me former en fait dans toute cette partie promotion, développement, que je ne connaissais que très peu, je côtoyais de par mon métier dans la gérance. J'ai pris la décision quand j'ai eu la possibilité d'acquérir mon premier terrain, c'était à Saint-Sulpice, où j'ai construit un petit immeuble de 8 appartements. Excellent. En fait, j'ai pris un architecte pour faire le permis de construire. Et une fois que j'ai obtenu le permis, j'ai résilié son mandat et puis c'est moi qui ai suivi toute la construction de A à Z. Ah, incroyable. Ok. Ouais, Tu as ouais. commencé par la DT direct. Exactement, donc Super. c'était le meilleur moyen pour moi de comprendre et me former dans ce métier. Ah, t'apprends vite là. Là, tu apprends vite et tu dors peu la nuit. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et puis grâce à ces erreurs, dans la deuxième promotion que j'ai fait, c'était beaucoup plus simple après. Ouais. Ah, génial. Ouais. Du coup, alors maintenant tu as lancé tes services, ton business dans l'immobilier. Alors ça fait pas si longtemps que ça, hein. Non, tout à fait. En fait, si tu veux, j'ai travaillé pendant 11 ans dans un grand groupe immobilier. J'étais directeur de la Suisse romande. Je chapeautais 4 succursales, Genève, Lausanne, Sion et Fribourg. Donc ça m'a permis de connaître tout le marché roman, parce qu'il y a des grandes différences entre Sion et puis Champel à Genève. Ouais, d'un point de vue marché Voilà, et donc, même législatif, hein. c'est énorme. Donc du coup, j'ai eu la chance pendant ces 11 années de pouvoir vraiment approfondir toutes mes connaissances techniques et puis sur le terrain chez ce grand groupe immobilier. Puis l'année passée, donc j'ai pris la décision de lancer mes propres sociétés. J'ai séparé en deux en fait mes activités. Donc j'ai créé l'immobilier où là je fais du courtage, de la mise en valeur, du développement immobilier, puis on touche aussi un petit peu du viager. Et puis après, j'ai une autre société qui s'appelle Stone Age Immobilier, qui est une régie immobilière où on fait de la gérance d'immeubles et de l'administration de PP. Ok, donc service 360 degrés quoi. Tout à fait, Ok. exactement. C'est quel service qui te prend le plus de temps maintenant? La gérance. La La gérance, gérance ouais. d'immeubles, c'est le service qui me prend le plus de temps parce que,
En fait, on a quand même des grandes responsabilités parce que bon, moi, le 70% de ma clientèle aujourd'hui, c'est des fonds immobiliers et des caisses de pension, c'est-à-dire des institutionnels. Et puis eux, ils ont besoin de beaucoup de données parce qu'ils ont des investisseurs derrière et ils doivent rendre des comptes. Donc du coup, du moment où ils doivent rendre des comptes, bah, nous, on doit aussi leur rendre des comptes. Et puis la grande différence entre un institutionnel et un privé, c'est qu'un institutionnel, on a des bouclements souvent trimestriels et on doit donner des feedbacks mensuels, alors qu'un privé, ben, on va peut-être fixer un budget et puis on se voit une fois de temps en temps et on fait un petit coup de fil quand il y a un petit problème dans un appartement, c'est beaucoup plus simple. Plus de liberté. Et on a beaucoup plus de liberté, mais nous on aime les deux, donc on a vraiment une clientèle variée entre institut et privé. Ouais. Ok, excellent. Mais du coup, vu que tu étais dans un grand groupe, enfin directeur dans un grand groupe, c'était pas compliqué de se dire, ok, donc j'imagine avec des bonnes conditions, c'est pas compliqué de se dire, bon, bah, je recommence à zéro avec bah, écoute, c'était le choix le plus compliqué parce qu'en fait, pour être transparent avec toi, quand j'ai toujours eu ce rêve de faire quelque chose pour moi et de voler par mes propres ailes. Et puis en fait, j'ai eu l'opportunité de rentrer en fait dans la direction générale de cette société dans laquelle j'étais. Et puis c'est à ce moment-là, quand ils m'ont fait cette proposition en février 2021, que je me suis dit, bon, si j'accepte ça, je dois rester encore 5 à 10 ans. Et du coup, tu vas plus partir. Bah, je ne partirai plus. Donc du coup, j'ai dit, c'est soit j'accepte et puis je reste engagé dans une société qui n'est pas la mienne, ou alors bah, je casse mon contrat maintenant et puis je commence à voler par mes propres ailes. Et puis, vu que je suis quelqu'un qui suit mes rêves, ben, j'ai pris cette décision. Mais ce n'était pas une décision facile. Hein, c'est courageux, courageux, surtout à un moment comme ça. Ouais. Et du coup, mais tu t'es associé direct ou bien tu es parti seul? Non, je suis parti seul. Donc Real Immobilier, je suis seul actionnaire. Et puis après, bah, Stone Age Immobilier, ça s'est fait dans une deuxième étape, mais très vite, quelques mois après. Et puis là, je suis associé dans Stone Age Immobilier. Ok, parfait. Et maintenant, alors du coup, c'est quoi le service que tu préfères proposer maintenant entre tout ce que tu fais? Alors moi, personnellement, j'aime tout ce que je fais. Donc c'est un peu... C'est l'immobilier. C'est l'immobilier que j'aime. Après, ce que je préfère, parce qu'on a toujours des choses qu'on préfère, moi ce que j'aime, c'est la promotion immobilière, le développement immobilier. Et puis moi, je prends un réel plaisir quand je peux acquérir ou développer pour un client, parce qu'on le fait aussi pour le compte de tiers. Je vois un terrain, une vieille bâtisse, un immeuble à rénover, etc. Et puis en fait, j'ai cette faculté de l'imaginer déjà terminé. Et puis après, bah, quand je le vois terminé, rempli avec des locataires ou des nouveaux copropriétaires qui sont dedans, bah, je me sens réalisé vraiment. Ça c'est l'expérience. Ouais, ça c'est la chose qui me plaît le plus. Ok, ouais. Et mais en ayant ce qui m'intéresse, c'est que c'est compliqué de toujours tout faire en même temps. Ça demande énormément d'énergie, hein, mais dans chaque domaine de l'immobilier, ça demande beaucoup de travail et de concentration. Et du coup, comment est-ce que tu gères de faire à la fois du courtage, de la promotion, de la gérance? Vous êtes combien et comment c'est géré ça? Alors mes journées, en fait, elles sont organisées en fonction de la masse de travail que j'ai. Alors la gérance, c'est une masse de travail fixe. Là, on est 5 collaborateurs et puis ça tourne. Et là, j'interviens ponctuellement, journalièrement dans les dossiers quand ils ont besoin de moi. Mais j'ai quand même j'ai engagé des gens brevetés, diplômés. Okay. Donc des gens qui sont autonomes. J'ai des top collaborateurs, j'ai vraiment de la chance pour ça. Ça, c'est la clé, ça. Ouais, ça, c'est la clé. Donc ils sont très autonomes, mais par contre, c'est vrai que j'interviens tous les jours dans les dossiers. Et puis quand ils ont besoin de moi, bah, ils m'appellent. Et puis je suis un directeur très accessible. Je n'ai pas besoin qu'on me fixe une séance ou bien ma porte est toujours ouverte, mon téléphone est toujours allumé. Puis j'aime mieux régler des choses rapidement par téléphone ou bien par mail ou bien en soyant 2 minutes au coin d'un bureau plutôt que de fixer des séances. Je suis un peu allergique aux séances, moi. Ouais, je comprends, pareil. Donc la partie gérance, c'est très délégué et toi, tu te concentres sur le reste. Voilà, et moi, je me concentre sur le reste. Donc, il y a des moments où je suis plus actif parce que j'ai beaucoup de visites pour les biens que j'ai à vendre. Là, actuellement, j'ai 2 gros immeubles en vente appui, donc ça me prend beaucoup de temps parce qu'on est en phase d'appel d'offres en 2 tours. Et puis, le mois passé, j'ai eu 5-6 expertises à faire dans le cadre de succession, wari, etc. Donc, j'ai fait un peu plus d'expertise. Et puis, du coup, c'est vraiment en fonction du daily business que tu t'organises. Mais gentiment, je vais devoir commencer à prendre quelqu'un aussi pour m'aider chez Créa l'immobilier, je pense, l'année prochaine. Ouais. Ouais.
Donc parce que la partie gérance c'est Stonehenge, Oui. Créal c'est partie courtage, promotion. En fait, si tu veux, Stonehenge c'est gérance et administration de PP, Ouais. Créal c'est tout le reste. Ok, parfait. Ouais. Du coup, maintenant, jusqu'à maintenant, tu n'as pas vraiment de journée type alors. Non. Là, ta journée type, Non. ça dépend. Et puis, je peux même te dire mieux. Moi, j'avais prévu un chemin quand je me suis lancé il y a une année. Et puis aujourd'hui, quand je regarde en arrière, bah, je suis passé partout sauf dans le chemin que j'avais prévu. Donc, ça, c'est la vie d'entrepreneur. C'est pas lié à l'immobilier, c'est vraiment lié à l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, il faut aimer ça. Faut aimer l'impro. Hein. Ouais, exactement. Faut gérer l'impro, ouais. Ok. Du coup, alors dans les promotions que tu fais, j'imagine qu'en gérance aussi, en plus tu étais gérant technique à la base, du coup il y a beaucoup de parties techniques, donc vous gérez les travaux et tout. Dans les promotions aussi, ça veut dire que vous faites, dans le cadre des travaux de promotion, que ce soit gérance ou par la promotion, vous faites, c'est vous qui gérez complètement les travaux de A à Z, ou vous Non. travaillez avec des architectes? Non, on ne fait pas de la direction de travaux. Nous, on fait du pilotage de projet. Après, la direction de travaux, c'est un métier encore à part. Et là, on s'entoure d'entreprises générales compétentes, qualifiées ou d'architectes en fonction du projet, en fonction des souhaits du propriétaire, du client. Mais nous, on ne fait pas à proprement dit de la direction de travaux dans les promotions immobilières. On en fait chez Stonehenge Immobilier quand on doit assainir un bâtiment, si on doit faire des cuisines, salles de bain, si on doit remplacer des fenêtres, ça on sait faire. Mais après, quand il faut construire un bâtiment, on s'entoure de personnes compétentes. Donc dans le cadre de la gérance, les petits travaux, vous les faites vous, Ça, vous les c'est nous. supervisez vous, qui n'avez pas dans la promotion. Mais dès qu'il y a une ampleur, là on s'entoure d'architectes ou bien de sociétés qui font de la direction de travaux. Ouais, exact. Alors du coup, dans les promotions que tu fais, tu prends plutôt un architecte avec une entreprise générale ou un architecte qui gère tout, ou bien c'est plutôt entreprise totale et déléguer tout? Écoute, moi j'ai pas vraiment de modèle type en fait. Hein. Ouais. Chaque projet est différent, chaque projet a une conjoncture, à un moment donné dans l'économie. Et puis des fois, ça va être plus avantageux de travailler en direct avec un architecte. Et des fois, ça va être plus avantageux de travailler avec une entreprise générale. Au final, je m'excuse un peu le terme, mais je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité du projet à la fin, le respect des délais et surtout le respect des coûts. Du moment où on a ça, que ce soit une entreprise totale, architecte ou bien entreprise générale, ça m'est complètement égal. Ok, parfait. Et les projets, tu les fais plutôt sur Vaud? Alors, les projets que j'ai fait actuellement, j'en ai fait 2 sur Vaud puis 1 sur Genève. Okay. Mais on n'est pas du tout fermé, on étudie partout. Hein. Vous êtes prêt à venir en Valais? À Sion, oui. Ah, bien. Gros potentiel, le Valais. Hein. Sion, ouais, moi j'adore le Valais, donc comme je te l'ai dit, je suis souvent à Crans-Montana. Pour moi, c'est un marché qui est très dynamique. Les Suisses allemands, parce que forcément dans mes clients, je travaille beaucoup avec des caisses de pension et des fonds immobiliers qui sont suisses allemandes. Pour eux, le Valais, c'est la carte rouge. Ils ne veulent pas mettre les pieds, ils ne veulent pas investir parce que c'est dangereux, il y a trop de taux de vacants. Mais en fait, si on connaît, c'est ça. Il y a des endroits en Valais qui sont beaucoup plus avantageux que des endroits à Genève ou à Zurich. Hein. Il faut juste savoir où on met les pieds. Et la grande différence entre le Valais et les autres cantons que je connais, c'est que, par exemple, à Sion, d'une rue à l'autre, les prix peuvent changer de 30%. Donc, il faut vraiment bien connaître le marché local. Je pense que je pense que l'immobilier est extrêmement micro-situationnel, ouais. Et puis particulièrement en Valais. C'est vrai que j'en ai souvent parlé, ouais. Et, on a vraiment des régions, des communes en Valais avec un taux de logement vacant qui est très élevé, moyenne sur la commune. Et si tu t'y intéresses vraiment et si tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a une rue effectivement ou un quartier où le taux de logement vacant il est à 15% parce qu'il n'y a personne qui veut aller. Écoute, et un quartier à côté, il n'y a pas de vacances. Tu as totalement raison. Et puis malheureusement, les gens ne se rendent pas compte. Récemment, j'ai un client qui m'a approché pour un projet à Champlain. Il dit ouais, c'est top, c'est à 5 minutes seulement de Sion. Donc lui, il a fait son plan financier avec les prix sédunois. Et puis je lui ai dit, mais mon gars, t'es à côté de la plaque. C'est risqué ça. Même si c'est à Champlain, c'est à 5 minutes de Sion en effet, mais c'est pas Sion. Ouais. Et tes prix, ils sont totalement
disproportionnée par rapport à cet endroit. Donc, il faut s'entourer d'experts, comme toi, par exemple. Ouais. Ouais, très important ça. À titre personnel, t'es pas mal investi, hein, je crois, Oui. quand même dans l'immobilier. On Oui. a vu là, on a participé au congrès ensemble d'ailleurs tout à fait. de SIFI à Lausanne. Très intéressant le congrès sur l'immobilier. On a vu que la situation, tout le monde la connaît, les taux sont montés, ça devient un peu plus compliqué, ça fait peur un peu aux gens. Toi, du coup, d'un point de vue investissement, tu continues d'acheter? Tu penses que tu continues de croire en l'immobilier, ou bien est-ce que les prix sont très hauts, les taux sont montés, forcément ça va s'écrouler, quoi. Alors, moi, je pense pas que ça va s'écrouler, mais par contre, je suis beaucoup plus attentif à où je mets les pieds, et puis surtout sur les prix de transaction. Donc, aujourd'hui, on voit que dans les annonces, les prix ont très peu bougé. Dans les annonces, je précise. Par contre, dans les prix de transaction, ça a quand même déjà commencé un petit peu à baisser. Ça se négocie beaucoup plus, et puis les banques, elles sont beaucoup plus réticentes. Donc moi, pour répondre à ta question, je continue à regarder et puis je cherche toujours à investir, mais par contre, je suis plus prudent dans un marché où il y a quand même une récession, on a de l'inflation, les taux, ils sont très instables. Aujourd'hui, si je devrais acheter quelque chose, je partirais plutôt sur du Saran que sur du fixe, alors que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup travaillé avec du fixe parce que je suis un peu bileux, donc j'aime bien avoir une certitude que pendant X années, je suis tranquille. Par contre, aujourd'hui, si je devrais acquérir quelque chose, je partirais plutôt sur du Saran. Ok, excellent, intéressant ça. Parce que, d'ailleurs, j'allais le dire, mais d'un point de vue négociation des prix, t'as pas l'impression qu'en fait, peut-être qu'on est un peu revenu comme avant, au final. Avant, ça se négociait les prix aussi. Après, il y a eu une période maintenant pendant 2-3 ans où effectivement, ça se négociait plutôt à la hausse qu'à la baisse. Et puis d'ailleurs, j'avais vu une étude comme ça, effectivement, avec des prix de vente réels qui étaient en moyenne supérieurs au prix qui était affiché sur Internet. Ouais. Maintenant, c'est plus du tout le cas, on est d'accord. Est-ce qu'en fait, on n'est pas revenu un peu à la normale, au final, peut-être? Je pense qu'on n'est pas encore revenu à la normale, mais on est en train de revenir à la normale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des prix qui ont atteint un sommet avec des taux d'intérêt à 1,5% qui étaient tout à fait négociables pour les acquéreurs. Alors aujourd'hui, ces prix-là, quand bien même en fonds propres, on peut toujours les acheter avec des taux à 3%, ça devient beaucoup plus compliqué. Ouais. Je veux dire, tu n'as qu'à prendre un exemple concret. Tu prends un appartement à Lausanne à 1 million, je dis des chiffres un peu sans trop les calculer, mais tu payes une hypothèque de 800 000, tu vas payer, je sais pas, 1005, 1006 avec des taux à 1, 2, 1, 3. Et puis aujourd'hui, tu passes de 1005, 1006 à 2008, 2009. Ouais. Du coup, ça change le calcul. Tu dis, bon, pour mon 4 pièces et demi, je paye 2350 en location, je vais devoir payer 500 francs de plus. Moi, personnellement, je ne tiens pas compte que de ça, parce qu'après, il faut tenir compte de l'amortissement, il faut tenir compte de plein d'autres facteurs, mais ça change la donne. Donc forcément que les prix, il y a une correction. Nous, on le sent déjà dans le marché. C'est clair que les études, elles mettent toujours un peu plus de temps que nous sur le terrain à ressentir ces choses, mais nous, on ressent déjà que sur le marché, aujourd'hui, les prix, ils ont un petit peu baissé. Mais pas une chute. Non. On va pas faire moins 20%. Non. Ok. Donc potentiellement, tu vas garder un peu plus de cash ou pas quand même, au cas où? Alors aujourd'hui, j'aime bien rester plus liquide parce qu'en effet, il y a peut-être des opportunités qui vont venir ces prochaines années. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais tu t'attends en Suisse à une vente aux enchères massive, une nouvelle vague de biens à vendre aux enchères ou pas forcément? Pas forcément, non. Okay. Parce que les banques, elles n'ont pas fait les mêmes erreurs que dans les années 2000. Voilà, exactement. C'est ce que je pense tout le temps. Ouais. On en parle beaucoup, mais c'est ce que je pense tout le temps. Dans les années 2000, les banques étaient beaucoup moins prudentes. Moi, j'ai des copains qui sont plus âgés que moi, bien sûr, qui ont acheté énormément d'immeubles avec 0% de fonds propres dans ces années-là. C'est incroyable, hein. Ouais. C'est tellement inenvisageable maintenant. Le banquier qui t'appelait et il disait ouais, écoutez, monsieur Pastor, on a un immeuble à la rue du Simplon à Lausanne, ça vous intéresse, on peut vous le financer à 100%. Ça n'existe plus, ça. Et à cette époque-là, dans les années 90, personne n'en voulait, même avec 100% de taux d'avance. Bon, les taux, ils étaient à 8, ils étaient à 6, 7, 8. Ouais, c'est des choses que moi, personnellement, je n'ai même pas connues. Ouais. Donc, en fait, je suis parti un peu de la même réflexion que toi en me disant maintenant les banques calculent sur 5% de taux pour la dette dans le calcul de financement, à peu près, ça dépend, mais à peu près.
Donc, tant que les taux n'arrivent pas réellement à ces 5% ou dépassent ces 5%, Il ne peut pas y avoir de crash. On ne devrait pas avoir de crash. Ouais. Il ne peut pas y avoir de crash. Par contre, il va y avoir beaucoup de ventes parce que toi, aujourd'hui, si je reprends mon exemple lausannois où tu t'achètes un 1 million, tu payes 1005, 1006, à 5%, tu payes 5 fois plus. Toi, tu voudrais payer 5000 balles pour un 4 pièces? Bien sûr. Non, tu vas mettre en vente. Mais ça ne veut pas dire que tu es en poursuite. Il n'y a pas de procédure, de crash, de bulle qui explose. Tu peux encore payer tes intérêts. Tu peux encore les payer, mais tu ne veux pas payer ce prix-là, donc du coup, tu mets en vente. Ouais. On avait, d'ailleurs, il y avait un intervenant à la conférence qui avait évoqué la problématique des financements. Tu sais, pendant longtemps maintenant, l'argent était tellement pas cher. Donc, beaucoup de personnes ont profité en se disant, bon, moi j'ai un bien immobilier, je suis propriétaire. Maintenant, ça fait quelques années que je ne suis pas allé voir ma banque. Je vais aller voir ma banque, je vais lui dire, refais une évaluation. Tu me pousses le prix un peu élevé. De toute façon, toi, tu payes des intérêts négatifs. Tout ce que tu veux, c'est liquider ton cash. Comme ça, tu me prêtes un peu plus. Moi, j'achète autre chose, je fais d'autres trucs avec. Et donc ça risque quand même de s'arrêter. Et même, peut-être, c'est peut-être dangereux si tout d'un coup, les banques se disent, bon, on a prêté à beaucoup de monde. Maintenant, ça a changé la donne. Les taux sont montés, on ne paye plus d'intérêts négatifs. On va aller creuser dans les dossiers un peu. Elles vont ressortir des dossiers qu'elles-mêmes ont évalués. Et puis, elles vont réclamer des amortissements. Voilà. Ça, c'est possible, ça. Ça, c'est possible légalement. Hein. Après, pratiquement, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Du moment où tu payes tes intérêts, normalement, c'est ça. Ça devrait couler le long du fleuve. Mais par contre, légalement et techniquement, c'est tout à fait possible. Hein. Ouais, ça s'est déjà fait d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais bon, on espère qu'elle ne creuse pas trop, quoi. Écoute, voilà. Après, je pense que les personnes qui vont se retrouver un peu plus embêtées que les autres, c'est forcément ceux qui ont acheté leur propre résidence. Je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Moi, je me fais plus du souci pour des gens qui ont investi dans l'immobilier sans avoir forcément de connaissances, sans avoir forcément la notion des prix, et puis qui ont peut-être acheté, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs investir dans l'immobilier massivement, surtout en Valais. Ouais, je te file la façade et puis la peinture, mais tu m'achètes un 3 pièces et demi à 700 000. Ça arrive beaucoup. Alors, c'est clair. Ça s'est fait beaucoup, donc cela-là, en effet, ça va être un peu plus compliqué. L'immobilier doit se professionnaliser quand même un peu. Oui, moi, il y a une chose que je regrette. Moi comme tu le sais, je suis également dans la CSEI. Au niveau, je suis expert aux examens. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de label pour les... Enfin, pas un label, qu'il n'y ait pas de licence pour les courtiers pour offrir des services professionnels. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se prévaloir courtier, et puis c'est tellement dangereux de mettre son patrimoine dans les mains de quelqu'un qui n'a pas forcément les compétences de nous conseiller correctement. C'est très dangereux. Ouais, j'ai toujours trouvé fou parce qu'en plus, c'est l'acquisition la plus importante en général dans une vie. Et puis, le gars qui s'occupe de ça, il en sait rien en fait. En fait, tu peux pas signer une assurance RC à 400 balles sans un conseiller qui est agréé FINMA. Par contre, tu peux acheter une maison et puis tu peux vendre ta maison avec quelqu'un qui connaît rien et puis qui va. Et là, on parle de 2, 3, 4 millions sans problème. C'est fou. Donc ça, c'est quelque chose que je regrette et puis j'aimerais bien me mobiliser même pour professionnaliser ça, pour que tu veux vendre des immeubles, tu veux faire de l'immobilier, pas de problème, c'est un super métier et je le conseille à tout le monde, mais par contre tu te formes. Une fois que tu es formé, tu reçois une licence et puis tu as le droit d'aller signer des mandats. D'ailleurs, en France, aux États-Unis, il faut une licence pour pouvoir ouvrir son agence et faire de la vente. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Mais même pas forcément que le courtage au final. Gérance, c'est pareil. Promotion, c'est pareil. N'importe qui. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de scandales avec les gérances. Il y a des gérances qui ont piqué un peu de l'argent, en effet. Qui ramassent les fonds d'innovation. Ça, c'est malheureusement, heureusement, une très faible minorité. Je dirais même que tu peux les compter sur les doigts d'une main, heureusement. Heureusement, en Suisse, on a quand même beaucoup d'agences professionnelles. On a des gros acteurs qui ont des grosses parts de marché dans la régie. Puis c'est des gens qui sont professionnels, qui savent bosser et puis qui forment leurs collaborateurs, heureusement. Heureusement, Dans tes projets à toi, tu es plutôt, d'un point de vue développement, tu es plutôt vente en PP ou bien garder, constituer un patrimoine, mise en location? Ou ça dépend du cas par cas? Ça dépend du cas par cas. Je fais les deux. Mais si je peux, je suis plus conservateur, moi. Parce que j'aimerais bien constituer un patrimoine et puis avoir des revenus récurrents. Vision long terme. Vision long terme, exactement. Donc, mais après, ça dépend.
Ça dépend de l'emplacement. Si à cet emplacement, il y a une pénurie de logements en PP, ben, je vais peut-être plutôt faire de la PP. Ouais. Et si à cet emplacement, il y a une pénurie de logements en location, je vais plutôt faire de la location. Ok, ouais. Et c'est quoi la meilleure expérience que tu as eue? Le meilleur projet que tu as eu jusqu'à maintenant, qui s'est très bien passé J'en ai beaucoup, mais peut-être pour en souligner un, bah, c'est ma première promotion que j'ai faite à Ah ouais? Saint-Sulpice. Bon, c'est ce qui t'a permis de te lancer, Ouais, de ouais, voir que ça fonctionnait. c'était fou. En fait, j'ai eu l'opportunité d'acquérir ce terrain, en plus à un prix hyper intéressant pour l'époque. Et puis, j'ai suivi ça de A à Z. Et puis, pour moi, quand j'y repense, je me dis, mais j'étais quand même un gros malade, quoi. Ouais, t'as pris beaucoup de risques. J'ai pris beaucoup de risques. Et puis, je me réveillais à 5 heures du matin tous les jours. Je faisais des rendez-vous de chantier à 6h30. Et je faisais un rendez-vous de chantier des fois à midi. Et je retournais le soir à 17h30 parce que je travaille à 100%. Et je ne pouvais pas piquer des heures à mon employeur pour suivre mes choses privées. Donc, du coup, j'ai eu 1 année et demie. Ça a duré 16-18 mois ce chantier. Où c'était hyper intense, mais par contre, j'ai pris un réel plaisir. Et c'est peut-être une de mes plus belles expériences que j'ai fait dans l'immobilier. Ouais. Bah, extrêmement enrichissant, je pense. Hein. Ouais. Bah, ça te permet d'apprendre. En fait, tu sautes des étapes. Ouais. Tu sautes des étapes. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis très fier de ce que j'ai fait parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai fini en 2013, donc ça fait 10 ans. Et puis on a eu zéro problème. Tout fonctionne, tout a été 100% loué tout le temps. L'immeuble est encore en état presque comme neuf. Donc celui-là, tu l'as gardé alors? Ouais, celui-là, je l'ai gardé. Ouais. Ah ouais, magnifique. Ouais. Ouais, celui-là, je l'ai gardé. Tu penses que c'est quel service dans l'immobilier où tu apprends le plus? Ou le plus intéressant? Dans le sens, j'ai souvent dit, moi j'ai commencé avec le courtage. Hein. J'ai souvent dit que le courtage, ce qui était hyper intéressant, c'est que tu as contact avec tout le monde. Ouais. Donc tu vois des développeurs, des architectes, des propriétaires, des acheteurs, la banque, les assurances, les notaires, avocats. Enfin, tu vois tout le monde, tous les acteurs de l'immobilier. Alors, je pense, pour répondre à ta question, je pense qu'en termes de réseau, c'est le courtage. Ouais. Parce qu'en effet, tu te fais un réseau très étoffé et puis c'est top. Je pense qu'en termes de connaissances, c'est le développement immobilier. Ouais. Ok. Parce que là, tu dois vraiment avoir tous les aspects. Tu vois, quand tu es en avant-projet, rien qu'en phase d'études, si tu vas partir sur de la location, tu dois déjà savoir un peu les prix que tu vas louer tes appartements, la typologie des appartements que tu vas construire. Parce que si tu construis que des 7 pièces et demie, il va y avoir quelques problèmes. Et si tu veux faire de la vente, c'est pareil. Les surfaces de vente PP, quelle grandeur pour un 3 pièces, quelle grandeur pour un 4 pièces, quelle grandeur pour un studio. Qu'est-ce qu'il y a besoin dans ce quartier? Donc en fait, dans le développement, il y a beaucoup de connaissances micro et macroéconomiques. Tu vois aussi des instances publiques, les communes, le canton, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc je trouve qu'au niveau enrichissement technique, c'est le développement immobilier qui est le plus cool. Et au niveau réseau, c'est le courtage. Ouais. Bon, en plus, toi, tu vends tes propres promotions au final. Oui. Donc, tu fais la totale. Après, tu gères en plus l'immeuble. Moi, je fais la totale, en effet. Mais là, typiquement, actuellement, on a une promotion en cours à Romanel-sur-Lausanne. C'est pas une promotion qui m'appartient, on le fait pour le compte d'un client. Et puis là, typiquement, lui, il décide de garder. Donc, on suit, et on loue et après, on gère. Donc, on fait tout. Ouais. C'est excellent. Ouais. L'avantage, c'est qu'on a tout sous le même toit, quoi. Ouais. Et c'est quoi la compétence principale qu'il faut pour la promotion? En fait, les compétences ne sont pas les mêmes en fonction des différents secteurs dans l'immobilier. Il y a des similitudes, mais après, il y a des spécificités. Ouais, parce qu'il y a des courtiers qui sont hyper intéressés par l'immobilier, comme des gérants d'immeubles hyper intéressés par l'immobilier, mais ils ne pourraient jamais changer leurs activités. Mais typiquement, en promotion, il y a une compétence vraiment qu'il faut absolument. C'est quoi? L'esprit entrepreneurial, je dirais. Ouais. Avoir un esprit entrepreneurial. Du risque aussi. Voilà, exactement. faut aimer le risque parce qu'au final, tu l'achètes. En général, quand tu achètes des terrains nus ou pas forcément, tu conditionnes toujours à l'autorisation ou pas? Alors, une fois on l'a fait, une fois pas. Voilà. Donc c'est chaud quand même quand tu conditionnes pas. Si tu es sûr de ton truc, tu dois prendre le risque si tu veux pas te faire dépasser par le concurrent. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand tu as un terrain qui est à vendre bien placé, comme les 3 que j'ai fait, t'es jamais seul. Et puis il faut aller vite.
Et du coup, d'ailleurs, dans un des projets qu'on a réalisé, ce qui a fait pencher la balance chez nous, c'est qu'on n'a pas conditionné l'acte de vente. On ne l'a pas conditionné, on a fait une vente directe, quoi. Là, il faut être sûr de toi, quoi. Il faut être sûr de toi, et puis il faut prendre des risques. Donc, en plus, il y avait un plan d'alignement. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, un plan d'alignement cotonal. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, dans ce terrain-là, j'étais au bord de la RC1, c'est la route cantonale qui traverse le canton, en fait. Ok. Là, cet emplacement, c'est qui traverse en fait de Lausanne à Morges. Et Ok. puis on avait un plan d'alignement sur notre parcelle, c'est-à-dire un plan d'alignement, c'est qu'en fait le canton de Vaud, il prend ta parcelle, il tire un trait, et puis il dit tout ça tu me construis pas parce que peut-être je vais te l'exproprier un jour. Ok. Et du coup, moi, quand j'ai acheté le terrain, il y avait ça. Et puis, du coup, j'ai dû construire le bâtiment sans tenir compte de ça. Tu perds pas les droits à bâtir, Ouais. mais tu peux pas construire dessus. Tu perds la surface, ouais. Tu perds la surface, mais tu perds pas les droits à bâtir. Donc, Ouais. du coup, il y avait ça. Du coup, j'ai été très rapidement rencontrer la DGMR au Ouais. canton de Vaud, discuter avec eux, comprendre pourquoi il y avait ce plan, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire. Et ils m'ont tout de suite confirmé qu'ils allaient élargir la route cantonale. Donc, c'était pas juste au cas où qu'ils l'avaient mis. Puis après, moi, je leur ai montré, parce que moi, j'ai été très vite, j'avais fait déjà un avant-projet, je leur ai montré mon avant-projet. Et ils m'ont dit, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Donc, Mais du bon. coup, j'ai pris le risque et j'ai dit, go, on y va. Ok. Bon, tu as pu le faire. Et j'ai pu le faire, mais après. Mais aucune garantie de quoi que ce soit. Aucune garantie. Ouais. Dans les préavis, alors l'État, il te donne jamais de garantie. Jamais. Jamais, quoi. Il y a beaucoup des si, quoi. Ouais, mais justement, parce que qu'est-ce que tu en penses typiquement de. C'est hyper compliqué maintenant la promotion. C'est très effrayant, en tout cas pour quelqu'un qui ne connaît pas, de se dire, purée, quand tu vois l'évolution juridique qu'on a maintenant ces dernières années en Suisse, il y a la Lex Weber qui est arrivée, les résidences secondaires terminées. Je veux dire, tu étais promoteur dans les stations de ski, du jour au lendemain, tu ne fais plus rien. La LAT. La LAT qui fait beaucoup, beaucoup parler. Typiquement, tu es promoteur à Montreux, du jour au lendemain, tu ne fais plus rien. Ouais. Ça peut durer maintenant 10 ans, il ne se passe plus rien. C'est mort, hein. C'est chaud quand même. C'est compliqué. Et puis après, il y a aussi la L3PL qui est venue aussi mettre une couche supplémentaire. Ouais. Donc, pour moi, toutes ces lois, elles viennent toujours compliquer. Aujourd'hui, on a une pénurie de logements en Suisse romande qui est phénoménale. Surtout Genève, Vaud. Genève-Vaud, c'est phénoménal. On ne construit pas assez de logements. Donc là, heureusement, ces dernières années sur Vaud, dans l'ouest lausannois, on a fait une construction à la hauteur de la demande, mais uniquement sur une petite période. Donc ça ne suffira pas pour absorber c'est clair. tout ce qui doit venir. Ouais. Et aujourd'hui, l'État nous met encore plus de bâtons dans les roues avec ces lois qui viennent compliquer. Et puis, il y a un charabia administratif qui décourage les investisseurs à construire et à rénover et à assainir. Ouais. Aujourd'hui, si tu dois assainir un appartement, tu es censé faire une demande L3PL. Il te bloque ton loyer pendant 3 à 5 ans. Si tu le gars il se dit mais pourquoi je vais investir? Ouais. Mais je le reloue comme ça. Ouais, c'est clair. Je le reloue comme ça. Il y a un gros problème à Genève avec ça. Hein, à Genève, mais attention, parce que la LDTR, dans un certain sens, moi je la trouve moins contraignante que la L3PL. Ouais, j'ai pas lu dans le détail. La L3PL, elle est. Alors, la LDTR, on connaît, c'est bon. Mais la L3PL, elle rigole pas non plus. Hein. Ouais. Elle est assez contraignante. Hein. Incroyable. Après, si tout le monde respecte la L3PL, il pourrait engager 15 personnes de plus à Lausanne pour traiter les demandes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais une demande, suivant comment, tu as 3 mois de délai d'attente, 2 mois de délai d'attente, et c'est tout ça du temps où tu rénoves pas, tu es vacant. C'est pas rationnel, et puis ça va pas dans le bon sens, surtout qu'on sait que nous, on a en Europe, dans le monde, des objectifs 2050, même avant 2030 déjà au niveau énergétique, à accomplir, mais pas, c'est pas une option, ça, on doit le faire. Ouais. Venez pas mettre encore des lois qui viennent compliquer les choses, quoi. Ouais, puis en plus des lois, ils en avaient parlé à la conférence, c'est la lourdeur administrative des autorisations de construire. C'est incroyable. Tu passes par 8, 9, 10, 12, 15 services pour des bricoles, des trucs qui n'ont pas de sens. C'est compliqué. Et ça te prend, franchement, avant de faire un projet, combien de temps ça te prend le jour où tu découvres un terrain, tu dis ok, on se met d'accord sur le prix, à partir de là, c'est pour combien de temps quoi? Parce que l'acquisition au final, en 2 jours, ça peut être fait. Ça dépend où tu es. Si tu es à Lausanne, tu peux faire
plus 8 à 9 mois en tout cas que sur les autres communes. Donc 8 mois de plus qu'ailleurs. Ouais. Ouais. 8 à 10 mois de plus qu'ailleurs. En plus, il y a un droit de préemption à Lausanne, non, la commune. Ouais, tout à fait, ouais. Partout, Ils ont une petite carte avec des petits points là, sur les quartiers où ils veulent le préempter. Ouais. D'ailleurs, il y a un terrain qui a été préempté par la commune de Pries. Je ne sais pas si tu as suivi dans la J'ai presse. vu passer 62 millions. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça. Ouais, c'est pas fini d'ailleurs. D'ailleurs, ils l'ont préempté puis ils l'ont revendu à une coopérative de logement. En plus, c'est pas la commune qui développe quelque chose là-bas. Donc, pour moi, personnellement, mais c'est que mon humble avis personnel, je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est pas correct. Bah, d'ailleurs, à ce propos, j'avais un confrère du brevet qui bossait avec beaucoup d'investisseurs institutionnels et il m'avait dit on a un investisseur qui ne met plus un franc à Lausanne à cause de ça. Parce qu'une fois, il avait. Parce qu'il va creuser, il va chercher, il continue, enfin, il cherche des opportunités d'investissement parce qu'il veut investir dans la ville et le jour où il investit, il se fait préempter son immeuble. Il a dit ma dernière fois quoi, je mets plus le pied là-bas. Et puis tout ce qu'il a investi pour faire la due diligence, il a payé un expert pour venir expertiser son bâtiment puis valider son investissement, tout ça c'est pour sa pomme. Ouais, c'est perdu. Et on n'est pas en train de se faciliter la vie. Ça va pas en s'améliorant. Malheureusement pas. Typiquement la loi sur le mitage du territoire qu'on a voté en 2019. Ouais. Ça aussi, mais ça aussi, quand tu as une casquette de promoteur, elle est compliquée. Tu transpires quand même quand il y a ce genre de voie. Elle est compliquée. Combien même, moi, je la partage parce qu'il faut densifier. Il ne faut pas aller construire partout dans les campagnes. Ça, moi, l'idée de base, je la partage. Après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir partager au plan partiel d'affectation Malais-Gare à Malais où il y avait 2 tours dans le plan de quartier. Et puis on a eu des référendums en fait. Ouais. Heureusement, le syndic et la commune ils étaient pour, et puis on avait aussi les bons arguments, donc tout était légalisé, donc il n'y avait pas de. Mais voilà, donc la population vote oui à la latte. Exact. Et puis après, tu viens proposer une tour dans le centre de Malais, c'est sur le centre Malais-Lumière en fait, que je gérais à l'époque. Et puis au fond, finalement, tu as un référendum et puis les gens ils font opposition parce qu'ils veulent des tours, ils veulent pas densifier, mais ils veulent pas chez eux. Ouais, ils veulent ailleurs. Donc en fait, les Lausannois ils votent oui, mais ils veulent des tours à Zurich, à Zug, à Genève. Et puis les Genevois, ils veulent pas des tours chez eux, ils veulent des tours à Lausanne, à Montreux, mais pas chez soi, quoi. C'est vrai que les Suisses, je sais pas s'ils ont été mal informés ou s'ils ont pas compris la latte, mais au final. On se plaint des prix trop chers, ils seront de plus en plus chers. En Suisse, franchement, il n'y a pas d'autre choix. On est de plus en plus d'année en année, tu peux plus construire. De moins en moins construire. Ouais. Donc, je veux dire, l'offre et la demande, au bout d'un moment, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, c'est clair. Donc, les prix vont continuer de monter. L'accession à la propriété sera de plus en plus compliquée. Et puis, si le but, c'est d'arrêter de construire horizontalement, mais verticalement et densifié, on ne peut pas accepter ça en votant, en acceptant nous-mêmes, et puis ensuite se plaindre parce qu'il y a des immeubles qui poussent à la place des maisons. 100% d'accord avec toi. Tu peux pas t'avoir l'argent du beurre, le beurre. Tu as entièrement raison, et puis c'est un réel problème. C'est un vrai problème qui n'a pas été compris par le. C'est un réel problème. Enfin, je sais pas, c'est dingue. Mais bon. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut commencer dans l'immobilier, parce qu'il y a un jeune qui est intéressé par le domaine, et puis qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse absolument, quoi. Se former, travailler dur, sérieusement, et puis avoir la passion pour son métier, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, peu importe. Mais sans ces 3 critères-là, on va pouvoir faire des heures partout, mais on ne va pas pouvoir faire... laisser une marque, quelque chose. Pour laisser une marque, pour entreprendre, pour prendre du plaisir, il faut vraiment avoir ces 3 critères pour moi. Se former, travailler dur et puis suivre son rêve. Ça, c'est les 3 critères. Il n'y a rien qui vient sans rien. Et puis après, on peut se former aussi des fois sur le terrain. Je ne dis pas, il y a des gens qui sont moins académiques que d'autres. Moi, personnellement, moi, j'ai pas fait l'université, j'ai pas fait le gymnase. Moi, j'ai voulu me former sur le terrain. Bon, après, j'ai fait les brevets et le diplôme, mais
Parce que tu es passionné par ça. Parce que je suis passionné par Franchement, ça. si tu aimes l'immobilier, tu peux pas aimer les brevets au final parce que Exact. tu parles que d'immobilier. Tu parles que d'immobilier. Moi j'ai trouvé incroyable d'ailleurs dans le brevet d'expert. Alors toi tu as fait brevet gérant, le diplôme Ouais. d'administrateur. Là j'aimerais bien avoir ton avis sur le diplôme parce que c'est Ouais. un truc On qui peut en m'intéresse. parler. Mais les intervenants, c'est des experts de l'immobilier. Tu parles que d'immobilier. Mhm. Tu fais du droit sur l'immobilier. Tu fais de l'économie immobilière. Enfin, donc tu peux pas aimer. Si tu aimes l'immobilier, tu peux t'es pas obligé ne pas d'aimer. aimer. Bon, le brevet d'expert, c'est le plus complet à mes yeux et le plus compliqué aussi parce qu'il va vraiment en profondeur. Donc, moi, je le trouve top, le brevet d'expert. Et après, le brevet de gérant, il est un peu plus généraliste parce que les gérants, c'est des généralistes. Ouais, c'est clair. Ils doivent connaître énormément de choses, mais tu peux pas tout maîtriser et aller dans le détail. Ouais, c'est intéressant. Toi, tu corriges des examens à la Commission suisse des experts. Tout à fait. Moi, je suis expert au brevet fédéral et également au diplôme fédéral. Ok. Donc, brevet fédéral de gérant. De gérant, et puis j'ai fait aussi courtage. Une fois, j'ai fait aussi la correction de ceux d'experts, les écrits. Ok. Excellent. C'était pas les miens alors, c'était pas cette année. Non, c'était il y a quelques années en arrière, oui, tout à fait. Ok. T'as déjà été intervenant dans les cours, Oui. prof? Oui, j'ai fait ça pendant 2 ans, mais j'ai arrêté parce que j'aimais bien le faire, mais ça prend un temps énorme à préparer les cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour donner un cours de 45 minutes, il faut 3h30 de préparation à la maison, au bureau avant. Et puis, ce qui m'a vraiment poussé à arrêter, c'est qu'en fait, quand tu donnes des cours, tu ne peux pas être expert aux examens. Ok. Donc en fait, ils ont fait une exception avec moi pendant 1 ou 2 années. Ok. Et après, ils m'ont dit, écoute, là, il faut choisir. C'est soit tu fais les cours, soit tu fais expert aux examens. Et puis vu que moi, je prenais plus de plaisir aux examens, parce que tu vois les gens en situation réelle, en fait. Tu es dans un cas pratique, et puis ça permet aussi de noter les bons noms quand on doit recruter après. T'es un méchant expert. Non, pas du tout. Dans le sens, les bonnes personnes que je trouve qui sont bons, je retiens leur nom, puis si un jour je dois recruter un bon, je l'appelle. En fait, tu démarches des... C'est un supermarché pour moi, tu vois. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Ah non, incroyable. Donc tu préfères donner des cours, enfin tu préfères être expert que donner des cours. Alors franchement, moi, ça m'intéresserait trop de donner des cours. Je trouve que la transmission du savoir, surtout dans un domaine que tu adores, quoi, dans lequel Mais tu peux le faire sans problème, toi. Parce que c'est pas donné à tout le monde de partager sa connaissance, tu vois. Ouais. Tu peux être un excellent expert, mais tu sais pas l'expliquer, tu sais pas le partager. Et toi, tu as ça. Je le vois sur tes vidéos. Toi, tu arrives toi, tu pourrais sans problème donner des cours. Merci. J'ai demandé, mais il n'y a pas de place, quoi. Pas de place pour l'instant. Ouais, mais ça viendra, il faut garder ton nom là-bas, et puis ça viendra. J'espère. Je vais relancer de temps en temps. Ouais. Tu as demandé où Svit ou à l'USPI? Svit pour le moment, ouais. Tu me dis si jamais. Ouais. Ah, si tu connais quelqu'un, avec plaisir. Comment tu vois l'évolution de l'immobilier à l'avenir, dans le sens où maintenant on est, c'est un domaine qui est quand même assez préhistorique, l'immobilier, et puis les acteurs principaux du marché, ça reste des baby boomers, que ça reste des 50, 65 ans, 70 ans, enfin voilà. Mais maintenant il y a la génération qui commence à arriver, des plus jeunes qui commencent à arriver, prendre quelques parts de marché, et puis du coup il y a pas mal d'innovations, de startups qui arrivent, la PropTech ça explose partout sur Terre. Typiquement des entreprises comme Priceable, Popetit ou Neo aussi. Qu'est-ce que tu en penses toi dans l'évolution future de... Je pense qu'il y a une nécessité de disrupter les codes dans l'immobilier. Disrupter les codes, c'est-à-dire de casser tout ce qui a été fait puis recommencer d'une manière beaucoup plus moderne. C'est pas facile quand tu as une gérance en place, quelque chose un gros bateau, c'est vraiment pas facile. Je l'ai vécu où j'étais avant. Et c'est aussi la raison qui m'a poussé à créer ma propre boîte, partir d'une feuille blanche, parce qu'en fait j'ai misé mon énergie sur ce qu'on appelle les pains, où j'arrivais pas à changer dans mes précédents emplois, pour directement commencer d'une manière digitale, moderne, simple, efficace. Donc c'est ça qui m'a poussé aussi à créer ma propre régie, je te dis sincèrement. Parce que changer un bateau qui avance, c'est vraiment pas facile. En fait, c'est comme, là, je peux te faire même une métaphore, c'est comme si tu dois changer les roues d'une voiture qui roule.
Ouais, C'est clair, vraiment impossible. compliqué. Ok, ok. Ouais. C'est vrai qu'au final, l'immobilier, ça a une inertie qui est énorme par Ouais. rapport au reste. Ouais. Je veux dire, Mais là, je pense que au niveau digitalisation des processus, on a 10 ans de retard minimum. ouais. En Suisse ou dans l'immobilier en Dans général? l'immobilier en général. Ok, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que. Et en Suisse en particulier. Ouais, c'est clair. Ouais. En général, ça se passe un peu aux États-Unis avant, Ouais, après ouais, ça se ouais. déplace gentiment vers l'Europe. Après, le problème, c'est qu'on a des lois dans l'immobilier qui sont très contraignantes. Ouais. Et puis, tu vois, typiquement, je te donne un exemple chez moi. Moi, j'ai tout digital, hein. On n'a pas de papier au bureau, j'ai pas C'est d'armoire à classeurs, j'ai rien. J'ai juste j'ai un ou deux classeurs où on a des papiers qui sont obligatoires à garder d'un terme légal sous format papier, mais sinon, Gérance on notamment. n'a pas. Donc, Ouais. la signature digitale, elle n'est pas légalisée pour les contrats Ouais. de baux à loyer. Donc, en fait, moi, je fais tout un processus digital, zéro papier, zéro déchet. Ouais. Mais au bout d'un moment, je dois imprimer parce que dans le CO, Ouais. ça doit- la mise en demeure, par exemple, ou bien Ouais. le rappel, si c'est pas signé, forme écrite, la résiliation, si c'est pas forme écrite, signé, en fait, Recommandé. c'est ça qui complique aussi la tâche Ouais. aux régisseurs d'aller plus vite dans la digitalisation. C'est clair. Ouais. Alors au bout d'un moment, je veux dire, c'est aussi la loi suisse qui doit changer. Ça, c'est valable pour la gérance, mais courtage, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Franchement, et on m'a dit souvent, bah, là j'ai quelques abonnés du coup qui sont très intéressés par l'investissement général et par la crypto. Et puis il y en a beaucoup déjà qui investissent aux États-Unis dans des cryptos parce que la tokenisation de l'immobilier aux États-Unis c'est déjà bien développé. Tu peux acheter une partie d'immeuble en investissant 1000 $ très facilement avec des cryptos. Mais ici c'est inenvisageable. Et il y a des gens qui me demandent mais comment faire pour acheter, comment faire pour tokeniser un immeuble ici puis le vendre n'importe où à n'importe qui par des cryptos. Tu te dis putain mais mets en ligne avec la LFIE ici, mets en ligne un immeuble que tu vends à des Américains qui payent avec des bitcoins. T'es mort. Ça va. Bon, après, oublie pas qu'on est en Suisse, le pays des banques. Ouais. Donc, C'est clair. tu verras que le jour où les banques elles vont se mettre à tokeniser, ça ira beaucoup plus vite. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais. Mais tout le processus notaire, signature, authentique, tout ça, mais ça va encore inscription, registre foncier. C'est long. C'est pas prêt de s'arrêter ça quand même. C'est long. Du coup, par rapport à tout ça, est-ce que tout ce qui évolue d'un point de vue juridique et puis l'évolution démographique en Suisse qui est positive, toujours plus de monde, tu penses qu'il y a un plafond dans les prix de l'immobilier ou pas du tout? Au final, quand on voit Genève, on a vu, à la conférence on a vu, hein, dans 20 ans maintenant les prix en Suisse ont fait x2 en moyenne en Suisse, plus ou moins, hein, plus 109% en 20 ans. À Genève c'était x3. Ouais. Jura c'était peut-être fois 1,5, enfin ça dépend des régions, mais grosso modo le plafond c'est quoi? La référence c'est Genève, tant que Genève monte tout le reste va suivre derrière gentiment. Moi, je pense que c'est une situation générale parce que c'est pas que en Suisse que les prix augmentent, c'est dans toutes les villes et puis les pays avec une économie qui fonctionne en fait. Ouais. On dit toujours quand tu vois des grues et des échafaudages, c'est que l'économie va bien. Moi, je pense que pour répondre à ta question sur les prix de l'immobilier, je pense pas qu'il y a des plafonds ça dépend toujours de tout ce qui va en fait autour de ça. C'est clair que tu peux pas avoir le kilo de pain au même prix qu'il y a 50 ans en arrière et puis les prix de l'immobilier qui ont fait x3. C'est un tout qui va en avant, tu vois, je veux dire. Si tu regardes les prix de l'immobilier aujourd'hui, ils ont fait x2, mais si tu vas acheter une voiture, moi je me rappelle que dans les années 90, tu pouvais t'acheter une voiture toute option avec 65 000, 70 000. Aujourd'hui, si tu veux une voiture toute option de la même marque que j'imagine, tu es dans les 130, 140 000. Ouais. Donc ça aussi fait x2. Donc je pense que c'est un tout. Et par rapport au prix de l'immobilier, moi j'ai une remarque qui me plaît assez. Moi je pense que le plus fou fait le marché dans l'immobilier. Parce que toi tu vas avoir une valeur d'expert, lui il va avoir une valeur de banquier financier, mais au final la vraie valeur c'est de celui qui voit et qui se projette dans cet appartement, dans cette maison, dans cet immeuble, dans ce terrain. Et pour ça, le plus fou fait le marché, moi je dis souvent. Ouais. Parce que des fois, tu fixes un critère intrinsèque, tu fais des prix de valeur de rendement, tu fais des DCF, tu fais 150 000 choses, puis au final,
tu as la caisse de pension qui a trop d'argent dans ses comptes et puis ils vont te casser tous tes calculs parce qu'au fond, finalement, ils ont trop de pognon, donc ils veulent acheter cet immeuble parce qu'ils doivent investir 60 à 70 millions dans les 3 prochains mois. C'est clair. D'ailleurs, les immeubles de rendement vont être un peu plus impactés que le reste d'un point de vue. Alors écoute, là, je te disais tout à l'heure, moi j'ai 2 immeubles en vente appui actuellement. On est au dernier tour là parce que moi quand je fais des ventes, souvent je fais par appel d'offres en 2 tours. Ouais. Puis là, on est au 2e tour. Et je peux déjà te dire que c'est des immeubles appui, hein, donc c'est extrêmement bien placé. Ouais. C'est des immeubles dans le cœur de cible de tous ces institutionnels. Et puis j'ai vu, alors on est toujours dans des prix qui sont hauts, hein. Ouais. Il y a toujours des acheteurs. On n'est pas à 6% de rendement. Ouais. Par contre, je vois une légère, un léger recul par rapport à j'ai vendu aussi des immeubles l'année dernière, je vois un léger recul. Ok. Mais on est toujours des prix, ou recul de la demande ou prudence sur la demande, okay. Prudence sur les prix, mais on est toujours dans une fourchette haute encore. Ouais. Mais il y a une prudence qui s'est installée. Surtout, je pense que tu as suivi récemment ce qui s'est passé avec les cours des fonds immobiliers, les agios, etc. Donc ils sont très prudents là. Ok, bon bah magnifique, c'est cool. Donc effectivement à long terme, les prix vont continuer de monter, quoi. Je pense que ça. Qui veut acheter, il peut acheter, quoi. Si tu veux mon avis, qui vaut pas grand chose, hein, parce qu'au final, voilà, mais mon avis, c'est qu'ils vont avoir une légère baisse pour reprendre, en fait. Ok. Je pense que là, on va aller vers une période plutôt baissière, légèrement baissière. On va pas revenir dans les prix il y a 10 ans, hein, mais ça va descendre un peu, puis après, ça va remonter de nouveau. Ok. Donc pour du long terme. C'est comme ça que je ressens. Oui, pour le long terme, il faut continuer à acheter, bien sûr. Ouais, ok, magnifique. Surtout, ce qui est fort avec l'immobilier, c'est que au final, toi, tu achètes, ton bien immobilier il prend de la valeur, ta dette elle reste là et la valeur de ton bien immobilier monte, quoi. Et puis ta dette même elle descend, tu l'amortis un petit peu petit à petit. Voilà, alors c'est l'effet inverse. Pour ceux qui ont acheté trop cher il y a 1 année, 2 ans, ils vont avoir peut-être un petit peu la corde au cou. Mais voilà, moi quand j'ai acheté mon appartement à Crans-Montana, c'était en 2016-2017. Les prix étaient très bas. Ouais. Il y avait 1500 logements à vendre à Crans-Montana. C'est énorme. Et puis tout le monde me disait, mais t'es un grand malade, il y a tout qui se pète la gueule, ça va pas. Ouais. Puis aujourd'hui, la valeur de l'appartement, elle a fait x3. C'est clair. Là, tu peux te faire refinancer. Là, mais je le ferai pas, parce que je suis prudent. Bon, magnifique. Merci beaucoup en tout cas pour le partage et toutes ces connaissances et tout. C'est hyper important, hein, je pense, pour tout le monde. Donc voilà, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi aussi. Bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ce que tu fais, je tenais à le dire, à le souligner. Et puis avec grand plaisir, un prochain épisode sur un autre thème, sur quelque chose de plus ciblé, sur quelque chose. Ouais, avec grand plaisir. Avec plaisir. Magnifique, merci Pierrot. Merci. À plus.